Bonjour à tous chers amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas réalisé de vidéo et j'ai décidé de prendre la parole pour parler de ce mouvement des Gilets jaunes. Premier véritable mouvement, j'allais dire populaire, en ce sens il est hors parti, hors syndicat, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Et donc ça a bien évidemment attiré toute mon attention, et la vôtre inévitablement. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être dites, qui peuvent avoir déjà été dites ici ou là, mais de façon, à mon sens, éparse. Donc mon idée est de condenser un peu tout ça, de faire une synthèse, et ensuite d'élaborer un peu. Alors premièrement, c'est un mouvement, comme vous l'avez bien évidemment constaté, un mouvement qui exprime une colère très profonde, qui s'accumule depuis plusieurs décennies en réalité, et qui atteint je vais dire, le point, les premiers signes du point d'ébullition. Vous savez que, pour faire une comparaison, lorsque de l'eau est mise sur le feu, avant qu'elle atteigne véritablement le point d'ébullition, il y a un certain temps qui coule. Et on voit au bout d'un moment, quand on s'approche de ce point d'ébullition, certains petits signes, la formation de petites bulles sur les parois d'une casserole, l'eau qui commence à frémir légèrement. Bon voilà, là on commence à approcher du point d'ébullition. Eh bien, je pense que ce sont les premiers signes effectivement d'une ébullition populaire, mais qui a mis beaucoup de temps à se former. Alors c'est aussi une colère qui se manifeste sur la question fiscale, c'est-à-dire de ce racket gouvernemental opéré, là encore, depuis environ une quarantaine d'années, très progressivement, par toutes les majorités, je vais y revenir, et qui atteint aujourd'hui des proportions absolument gigantesques. On est à 1000 milliards d'euros de prélèvements sur le peuple réel, la classe moyenne, ceux qui travaillent. Ce sont des sommes absolument gigantesques, qui sont perçues sur décision d'une caste de politiciens professionnels parasitaires, de technocrates parasitaires, pour nourrir des clientèles qui leur permettent de maintenir leur pouvoir et de maintenir ce racket. Donc ce racket alimente le racket. Et finalement, les gens, la population, le peuple français, dans sa profondeur, a compris, le comprenait déjà de manière, si vous voulez, diffuse, mais a compris que glisser un bulletin dans l'urne n'avait absolument aucun impact sur cette réalité de plusieurs décennies de raquettes. Voilà. Vous pouviez voter à gauche, à droite, au centre, donc c'est-à-dire voter Sarkozy à droite, voter Hollande à gauche, voter Macron au centre, les prélèvements s'accroissent inexorablement année après année, plus ou moins dans les mêmes proportions. Une présidence est légèrement plus marquée qu'une autre, mais la tendance est à l'explosion des taxes, à l'explosion des impôts, à une véritable tyrannie pilotée depuis le ministère des Finances qu'est Bercy. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Google, le bâtiment qu'est Bercy, c'est un bâtiment gigantesque, aux allures de bunker, d'où opèrent des milliers et des milliers de fonctionnaires dont la tâche quotidienne est de mettre au point des méthodes toujours plus fines de raquettes des classes productives. Véritablement, c'est du parasitage à très grande échelle. Et donc le peuple français a dit stop sur, finalement, une taxe, mais qui n'est qu'une petite taxe sur une montagne d'autres taxes. Et c'est ces fameuses taxes sur les carburants. Alors, la propagande gouvernementale, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est une propagande d'État, a essayé de présenter cela comme étant une nécessité absolue commandée par les impératifs à caractère écologique. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais sachez une chose, c'est que cette histoire de réchauffement climatique d'origine humaine est une escroquerie totale,
pilotée depuis le G20 par ces organismes transnationaux pour accroître massivement les taxes à l'échelle planétaire. Donc, oubliez tout ce qu'on vous raconte. Sur cette histoire de réchauffement climatique, l'apocalypse arrive tout de suite. Le climat a toujours changé. La planète est pratiquement un organisme vivant avec des cycles. Le Soleil a des cycles et ce que nous constatons au niveau des températures s'explique en fait par les cycles solaires. Ce qu'ils vont bien évidemment ne pas vous dire, car cela les empêcherait de vous taxer toujours plus. Et je vais donner quelques chiffres qui vont montrer que cette histoire de taxe sur le carburant, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, est en réalité une escroquerie absolue de la part de ce gouvernement, de la part de ce système. Alors, premier point, d'abord, c'est à croire, si on écoute la présidence française et le gouvernement français et tous les médias aux ordres qui répètent cette propagande, que toute cette taxe sur les carburants va alimenter une formidable transition écologique et que demain, la France sera à l'avant-garde des moyens de locomotion les plus économiques, les plus propres, etc. Bon. Sachez cependant que ces augmentations, donc qui sont censées rapporter 4 milliards d'euros, ne sont en fait qu'une toute petite partie de ces taxes sur les carburants. 80% des taxes sur le carburant vont directement dans la poche de l'État pour alimenter toutes les clientèles que l'on connaît de ces politiciens professionnels. Et pas du tout pour s'occuper de questions écologiques. 4 milliards d'euros, très bien. J'aurai l'occasion de revenir sur les dépenses publiques en général en France, donc un petit peu plus tard dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'y arrêter tout de suite. Alors on appelle ça la fiscalité verte. Alors excusez-moi, je ne connais pas de fiscalité verte, il n'y a qu'un type de fiscalité, c'est la fiscalité rouge. C'est la fiscalité de cet État socialiste, socialo-marxiste, qui, pour se survivre à lui-même, doit cannibaliser la population. Tout ce qui bouge doit être taxé à outrance, jusqu'à tuer ceux qui travaillent, qui créent, qui produisent. Il n'y a pas de fiscalité verte, il y a une fiscalité rouge. Et elle est en place, et elle est de plus en plus agressive. C'est pour ça que vous n'entendez pas, pour ainsi dire, la gauche parler. Et que vous voyez Mélenchon très habilement essayer de récupérer une partie du mouvement, mais en trompant le monde. Pourquoi ? Parce que la gauche, pour exister, doit accroître les taxes. Le parti des taxes, le parti des impôts, c'est la gauche, par définition. Et notez bien qu'à gauche, on ne parle jamais de réduire les taxes des pauvres. Jamais. On dit toujours, il faut aller taxer les riches. Le grand argument électoral de ces partis de gauche, ceci étant dit, rassurez-vous, je vais taper après sur la droite, c'est de dire, rassurez-vous, votez pour moi, je vais aller chercher ces gens qui vous pillent, etc. Sans vous dire que ceux qui les pillent, ce sont précisément eux, ces politiciens professionnels, ceux qui tiennent l'État. Ce sont eux qui décident qui est taxé et qui ne l'est pas. Et vous n'entendez jamais dans la bouche de ces partis de gauche, nous allons commencer par faire baisser les taxes de la classe moyenne. Nous allons faire baisser les taxes des pauvres. Jamais ils ne parlent de baisser les taxes. Toujours d'augmenter les taxes des autres. Alors des riches, ils disent les riches. C'est très flou, et on ne sait jamais trop qui ils désignent, parce que souvent les riches en fait sont une classe internationale, transnationale, qui en fait est très à l'aise dans n'importe quel pays, et qui manipule les marchés financiers depuis n'importe quel pays de la planète. Ce n'est pas vraiment un problème. Donc, ils disent les riches, c'est toujours assez indéfini. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne parlent jamais de réduire les impôts de la classe moyenne. Alors moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement. Et comme premier axe, de dire, avant de parler d'augmenter les impôts des riches, ça peut se discuter, mais avant de commencer par ça, commençons déjà par baisser les impôts de la classe moyenne. Vous voyez ? Ça, c'est le vrai premier argument. Vous n'entendrez pas Mélenchon parler de ça. Pourquoi ? Parce que tous les gens qu'il défend, qui sont accros aux subventions publiques, à l'assistanat social, à commencer par nombre de, de fonctionnaires de l'éducation nationale, ne veulent certainement pas entendre parler de baisse de taxes, puisqu'ils en vivent. Ça commence par ça. Bon. Donc vous voyez qu'il y a de la manipulation. Donc, ceux qui vous disent « allons taxer plus les riches », non. Mauvaise méthodologie, commençons par le commencement, baissons les taxes des pauvres. Voilà, ça c'est la bonne méthodologie. Donc, pas de fiscalité verte, uniquement une fiscalité rouge.
Alors, sachez aussi que les émissions de CO2 contre lesquelles on prétend lutter, contre lesquelles ce gouvernement prétend lutter, ne représentent en réalité moins de 1% des émissions globales au niveau planétaire. Les très gros pays en termes d'émissions de carbone et de CO2, ce sont des pays comme les États-Unis, comme la Chine, et comme l'Inde, etc. Et qu'est-ce que disent ces États? Ils disent, on n'en a rien à foutre. Je ne mens pas. Le président Trump aux États-Unis a mis dans son programme présidentiel, comment dirais-je, que pour lui, le réchauffement climatique était une escroquerie, et que son objectif était de baisser massivement les taxes pour la classe moyenne, pour les entreprises, parce qu'il voulait que l'économie se remette à fonctionner. Ça fonctionne très bien d'ailleurs qu'il a battu les niveaux les plus bas de chômage aux États-Unis. Depuis 50 ans, on n'a jamais vu ça. C'est un record absolu. Bon. On expliquait qu'il avait tout faux, il a tellement tout faux qu'en France on sait tellement mieux que les résultats au niveau du chômage, ils sont là. D'ailleurs, permettez-moi de dire une chose, quand même, ces politiciens qui savent tout, politiciens professionnels qui savent tout, qui nous expliquent dans les grands médias ce qu'ils vont faire, ont été incapables, en 40 ans, de réduire le chômage de masse qui existe en France. Incapables. Ils ont été très capables d'augmenter massivement les impôts et les taxes. Bon. Mais ces gens nous expliquent qu'ils sont en mesure de faire baisser la température de l'air. Comment? Avec des taxes. Donc déjà, je vous invite vraiment à vous arrêter 5 secondes là-dessus. Ces gens, sans trembler, viennent devant les caméras vous dire on va baisser l'air de la température avec des taxes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ces gens se foutent de vous ouvertement. Comme dit l'adage, plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc les grands producteurs de CO2 n'appliquent aucune mesure de restriction. Mais en France, on va détruire l'économie productive, on va détruire la classe moyenne avec une campagne de répression fiscale massive sur les véhicules et le carburant, sans alternative, parce qu'il n'y en a pas. On vous explique que vous allez vous acheter à crédit des véhicules. Je n'invente rien, hein. Macron a dit qu'il allait réfléchir à un mécanisme de crédit pour s'acheter des véhicules électriques. Bon, d'accord. Donc, pendant des années, on vous a dit que le gasoil, c'était plus économique, il fallait en acheter. Maintenant, ces génies qui gouvernent la France ont décidé que ça se passerait différemment. Mais ça va être à vos frais. Vous allez faire des crédits. Alors, bon, 1200 €, 450 € de loyer. Vous allez devoir encore consentir des crédits pour changer de véhicule parce que ces gens ont une lubie, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire comme ça baisser la température de l'air pendant que tous les autres pays de la planète, qui polluent massivement, ne changent rien. Bon. Nous avons affaire à des irresponsables qui sont extrêmement dangereux. J'insiste, ces gens sont extrêmement dangereux. Ils sont très dangereux pour l'économie en général, mais très dangereux pour les gens de cette classe moyenne ou de ces classes populaires qui subissent la folie dans laquelle ils nous envoient tous collectivement, et surtout vous qui vivez en France. Parce que derrière ça, il y a des vies, il y a des familles, il y a des foyers, il y a des gens qui sont déjà dans des situations d'une précarité extrême. Et parce que ces gens, je suis obligé d'utiliser les termes, ces dégénérés de Boboland s'imaginent qu'ils vont refaire le monde pour faire vivre les petits oiseaux, eh bien ça passe par le massacre des classes moyennes. C'est de la folie. Moi je les appelle les Khmers verts. Hein. Bon, c'est pas de moi la formule, mais ce sont des Khmers verts. Ce sont des Khmers verts, totalement. Bon. Alors, cette augmentation fiscale, pour soi-disant, comment dirais-je, sauver la planète, dans les circonstances que j'ai dites, en sachant que donc les autres pays, les autres États, qui sont d'une taille autrement plus grande que la France, ne bougent pas d'un centimètre sur cette question, ces gens, cette taxation doit continuer dans le temps, mais à un rythme de plus en plus accéléré. Sachez que les prélèvements fiscaux par tonne de CO2 émises vont exploser. Exploser. En 2019, plus 8% sur la tonne émise. Ça va nous amener à 65 € normalement, quelque chose de cet ordre. 2020, plus 8% encore. Et on doit atteindre comme ça 100 € de la tonne en 2030. Donc ça va être une pression fiscale énorme sur les carburants.
énorme, gigantesque. Le fioul domestique, on ne nous a pas parlé de ça, du fioul domestique. Mais ils ont dit, voilà, le fioul domestique, d'ici 10 ans, c'est supprimé. Alors, je peux en parler d'expérience, puisque dans ma famille, il y a des logements qui fonctionnent au fioul domestique. Généralement, ce sont des maisons d'un certain âge, et vous avez le système de chauffage qui va avec. Il n'y a pas uniquement que la cuve à fioul, vous avez aussi le système de chauffage. Ce sont souvent des gens qui ont des maisons d'un certain âge, soit que ce sont des personnes âgées, soit que ce sont des gens qui ont acheté de l'ancien parce qu'ils n'avaient pas nécessairement les moyens de construire du neuf, quoi. Comment ils vont faire, ces gens? Comment ils vont faire? Avec quel argent ils vont se payer un système de chauffage intégralement neuf en 10 ans, comme l'a dit le Premier ministre Édouard Philippe? Je vous dis, ces gens sont fous. Ces gens sont fous. Eux, tout va très bien, hein. Leur logement, ils ont des logements que vous n'aurez jamais. Tout est intégralement neuf, et quand c'est de l'ancien, c'est rénové à neuf. Avec votre pognon. Avec votre pognon. Et ils arrivent, comme ça, dans les médias, ils vous mettent ça dans les dents, vous ne pouvez rien faire, jusqu'à présent. Vous êtes censé dire « Merci, maître. Merci ». Donc, explosion continue des taxes sur le seul carburant, donc ça touche aussi le fioul domestique, etc., avec un impact considérable sur la vie des gens, ces gens s'en fichent, et c'est censé continuer. Je pourrais revenir, je serais cruel, mais sur les 80 km/h qui ont été décidés par ce même gouvernement. Pourquoi? Oui, la sécurité publique, etc. Vous n'êtes pas naïf à ce point-là. 80 km/h, c'est que le temps que les gens s'adaptent, ça peut mettre 1, 2, 3 ans pour certains. Parce que c'est des réflexes, comprenez, vous le savez, vous roulez, vous êtes conditionné à rouler à une certaine allure, c'est presque imprimé dans votre inconscient quand vous roulez comme ça. Donc pour vous réajuster à un certain rythme, vous voyez, pour ne pas faire de faute jamais, ça va prendre du temps. Et bien ils pensent que le différentiel va leur permettre de racketter des millions d'automobilistes. Des millions d'automobilistes. Ce système de radar qui couvre désormais toute la France, pour votre sécurité entre guillemets, est une formidable machine à racketter la classe moyenne. Ils ont même des radars embusqués maintenant, dans les véhicules banalisés, vous voyez? C'est comme ça, oui, parce que quand même, votre conduite est dangereuse, etc. Bon. Voilà. Autre mesure sur laquelle je veux revenir quand même, le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est simple, on va augmenter tellement les impôts que peut-être vous seriez tenté de trouver des médiations, et pourquoi pas même de travailler au noir. On travaille souvent au noir quand la fiscalité est très répressive. Hein. Ben non. Ah non, non, maintenant là c'est directement, vous recevez ce que le gouvernement voudra bien vous laisser à la fin du mois. Voilà, c'est directement piloté par le fisc. Si vous suivez un petit peu l'actualité, à partir de cette année, donc ce système de surveillance généralisée par le gouvernement va impliquer vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que le gouvernement va vouloir voir où vous allez, qui vous fréquentez, dans quel bar vous êtes allé, parce que c'est ça, hein, ils ont avec ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle. Bases de données publiques. Hein. Moi, je fais du contrôle fiscal et souvent l'administration fiscale a énormément d'informations sur un contribuable. Les personnes qui ne déclarent rien et qui partent en vacances toute l'année en prenant des photos et en les postant sur Facebook, bon bah elles ont tout intérêt à arrêter de le faire. Hein. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces données de réseaux sociaux, ils vont alimenter un très grand réseau d'informations géré par l'intelligence artificielle. C'est clair. Il y a un an, si le fisc en avait après vous, il allait appeler votre banque par exemple et lui demander plus de détails, vos relevés bancaires par exemple. Et la banque, à ce moment-là, s'exécutait. À partir de maintenant, ces transmissions sont automatiques. Le fisc ne demande plus rien. La banque, chaque mois, envoie tous vos relevés bancaires directement au fisc. C'est pareil pour toutes les organisations sociales. La CAF, le RSA, le Pôle emploi envoient directement. Et regardez, à partir de 2019, les plateformes Internet seront également concernées. Vous avez loué votre appartement sur Airbnb ce week-end ou encore vendu votre téléviseur sur Le Bon Coin ou loué votre véhicule à un particulier. Eh bien, jusqu'à présent, l'ensemble de ces sites vous envoyaient un document pour que vous puissiez déclarer cet argent. Eh bien, désormais, ils enverront ça directement au fisc. Un fisc très bien informé. Et surtout maintenant, bien équipée, une police fiscale vient d'être inventée. Elle siégera directement dans le ministère de l'économie. Elle pourra vous mettre sous écoute, diligenter une filature, utiliser la géolocalisation pour savoir où vous vous trouvez et même demander des perquisitions
Enfin, regardez, ça c'est une pratique qui vient des pays anglo-saxons. Vous savez, l'argent, la France, généralement, va être un petit peu discret. Alors quand quelqu'un était pris en flagrant délit, on ne disait rien. Eh bien désormais, c'est le name and shame. Si vous êtes pris, si vous êtes fraudeur, eh bien votre nom pourrait apparaître dans la presse. Objectif, dissuader les autres de faire comme vous. Ah oui, ah là, quand il s'agit de surveiller ce que dépensent les gens, là, il y a de l'intelligence qui est mobilisée, il n'y a pas de problème. Donc, réseaux sociaux, vos banques vont transmettre systématiquement toutes les informations en temps réel à cette énorme pieuvre qu'est le ministère des Finances. Tout. Ils sauront tout sur vous. Certains disent, je l'ai lu, je n'ai rien à me reprocher, je déclare tout ce que je gagne. C'est vrai. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils sont réglo, comme on dit. D'accord. Mais qui vous dit que demain le gouvernement n'utilisera pas toutes ces informations collectées sur vous à d'autres fins? Vous faites confiance, vous, à ce gouvernement? Je vous pose la question. Vous acceptez que toutes vos informations personnelles sur le moindre de vos déplacements, sur la moindre de vos dépenses, sur vos relations privées avec un tel ou un tel, soient connues du gouvernement français? Vous voulez ça? Vous savez qui est au gouvernement? Est-ce qu'on vous a posé la question là-dessus? Est-ce qu'un seul de ces politiciens professionnels vous a posé la question au sujet de cette surveillance généralisée? Est-ce qu'on a soumis ça à référendum ou est-ce qu'on vous a interrogé là-dessus? Jamais. Et après, ils viennent vous dire, vous êtes en démocratie. Le peuple souverain. Oh. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors pour revenir sur cette escroquerie donc, de la fiscalité rouge présentée en fiscalité verte, on vous dit, ah oui, mais la pollution des véhicules, franchement, rendez-vous compte, ils vous culpabilisent. Vous savez, il y a toute cette propagande de la part des médias d'État, qui sont, je vais y revenir aussi, largement subventionnés par l'État, qui sont les propriétés de l'État ou des grands oligarques qui contrôlent la France. On vous dit, on vous culpabilise, hein, on vous dit, mais vous êtes un salaud, monsieur, avec votre Twingo. Vous êtes un criminel. Vous êtes un criminel. Et vous allez donc devoir changer votre comportement. Bon, très bien. Mais ils ne vous disent pas une chose. C'est que les grandes entreprises de transport internationaux, que ce soit les grands porte-conteneurs ou, comment dirais-je, les avions, il y en a maintenant, il y a des centaines de milliers d'avions qui volent dans les cieux de la planète, sachez-le. Ces gens sont détaxés. Le kérosène pour les avions est détaxé. Les grandes lignes de transport sont détaxées. Alors, je vous donne un exemple. C'était cité par le Canard enchaîné. Je vais donner mes sources pour pas que vous disiez il est gentil, mais il ne source pas. Je source le Canard enchaîné, journal de gauche, bon, qui dit la chose suivante en citant un expert allemand. Un gros porte-conteneur dégage autant de CO2, donc de carbone, CO2, qu'1 million de véhicules. Un grand porte-conteneur, autant que 1 million de véhicules. Et ces gros porte-conteneurs sont détaxés. Je vais vous mettre une petite carte de ces transports maritimes en temps réel. Ça a été pris dimanche dernier, le 18 novembre, à 10h30 du matin. Vous pouvez le vérifier vous-même, il y a plein d'applications, il y a des sites en ligne, vous pouvez voir la circulation tantôt des avions, tantôt des bateaux. Regardez, je vous la montre. Voilà. Ça en fait des navires. Détaxés. Détaxés. Et un seul de ces gros porte-conteneurs, 1 million de véhicules français. D'accord ? Donc 40 d'entre eux, c'est le parc automobile français. Voilà, c'est extraordinaire, hein ? Voilà, on vous en parle pas. Non, on vous en parle pas. C'est vous le salaud, avec votre Twingo. Vous êtes un salaud. Alors je suis mon raisonnement, hein, je continue. Vous avez compris donc que toute cette histoire, comme je l'ai dit, de fiscalité verte, en réalité fiscalité rouge, est un gigantesque racket téléguidé par cet État, que moi je qualifie d'État racket ou d'État mafieux, qui va détruire des millions de vies en saccageant leurs moyens de survie, leur gagne-pain, tout simplement. Ces gens qui dirigent la France sont dangereux parce qu'irresponsables, et dangereux parce que jusqu'à présent, le peuple
ne s'est pas donné les moyens de les arrêter. Donc plus le temps va passer, plus ces gens vont aller au bout de leur logique. D'accord ? Parce qu'ils ne contrôlent pratiquement plus rien. Et je ne parle pas de l'Union européenne, je ne parle pas de la Banque centrale européenne, je devrais, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo, mais c'est totalement lié. Et donc, ils sont dans une impasse, c'est-à-dire un État criblé de dettes, après 40 ans de gabegie, piloté par ces partis du système, indépendamment de la droite, de la gauche. C'est la même chose. C'est la même chose. Cette histoire de droite et de gauche, c'est fait pour diviser le peuple. Il y a les mécontents de gauche, les mécontents de droite, ils ne se parlent pas, les puissants au milieu, ils sont contents, ils maîtrisent le jeu. Voilà. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Donc un coup, ils mettent un faux parti d'opposition au pouvoir qui est de gauche, un coup, c'est une fausse opposition de droite, comme les Républicains qu'on me voit, c'est la même chose, les impôts continuent d'augmenter, etc. Donc ça ne change rien. Donc, cette dynamique, pour l'instant, n'a jamais été stoppée. Et vu la montagne de dettes sur laquelle est assis cette clique politique, ils n'ont pas d'autre solution pour ne pas changer le système que d'augmenter les taxes et les impôts. C'est-à-dire de vous appauvrir, vous. Ne perdez pas ça de vue. Je sais que vous ne le perdez pas de vue, mais j'insiste, quoi. Alors, ils aiment bien dire, quand vous pointez du doigt les véritables problèmes que rencontrent les Français du quotidien, les Français de la classe moyenne, quoi, ou même des catégories plus populaires, ou précaires, ils aiment bien dire « Ah, c'est de la démagogie !» C'est des démagogues, il n'y a pas de projet, c'est une accumulation de mécontentement. Macron l'a dit, ça, d'ailleurs, comment dirais-je, de ce gouvernement fantoche, la marionnette de la finance internationale, Macron. Il a dit « Oh oui, oh, les gueux râlent, en substance. » C'est pas un projet, qu'il dit. C'est pas un projet. C'est de la démagogie. Très bien. Par contre, eux, les représentants de ces partis du système, quand ils sont en campagne électorale, ils font jamais de démagogie. Jamais. Ça n'arrive jamais. Vous n'avez jamais entendu un de ces politiciens professionnels se livrer à un exercice de démagogie pour se faire élire. C'est-à-dire promettre des choses qu'ils ne réalisent pas ensuite. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Macron n'a rien promis. Non, il n'a pas promis la Lune, Macron. Ah non, non, non. Oh, il tient sa parole. Il tient sa parole. Il tient sa parole. Donc, la démagogie. Des uns, celle des autres, on en parle un peu moins. Alors, maintenant, je veux revenir sur quelque chose d'important, parce que là, je veux faire un panorama, en fait, de tout ce système qui est en action contre le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement authentiquement populaire, authentiquement de la base, hors parti, hors syndicat, ce qui fait qu'il est vraiment indépendant, ce qui fait qu'il est vraiment dangereux. Il n'y a aucun moyen de canaliser le peuple. Ça terrorise les pouvoirs établis, hein, comprenez-le. Hein. C'est une terreur pour les pouvoirs publics. Hein. Pour cet État aux mains des lobbies, des réseaux occultes, de ces politiciens, de cette technocratie aussi, c'est une terreur absolue. Pour les préfets, c'est l'horreur. Hein. Le peuple en colère qui se révolte, c'est le pire scénario possible. Bon. Ils l'ont en phase 2, et là, vous voyez les médias de ce système. Et ça m'amuse beaucoup, puisque les journalistes commencent à se plaindre en disant « mais il y en a 35 000 en France. On ne comprend pas, les gens nous agressent, on va sur les lieux des manifestations, ils nous insultent, ils nous crachent dessus, mais qu'est-ce qui leur prend, etc. » Bah, ce qui leur prend, c'est qu'ils vous prennent pour ce que vous êtes. Parce que ces journalistes sont quand même fascinants d'arrogance et de morgue. C'est une corporation parmi les plus détestables d'entre toutes, je dois le dire, avec celle des magistrats. C'est des gens, si vous voulez, qui pensent pouvoir faire la pluie et le beau temps en écrivant des articles matin, midi et soir, en faisant des reportages, etc. Et c'est des gens à qui on ne peut pas demander de compte. Bah oui, ils ne sont pas élus. Donc, ils sont mis là par les entreprises qui les mettent là, c'est-à-dire les entreprises de presse qui appartiennent à ces grandes puissances d'argent qui contrôlent la France. Et ils feignent d'être neutres, comme s'ils étaient neutres, soyons sérieux. Ces gens n'ont pas d'opinion particulière? Ils n'ont pas de présupposés particuliers? Moi, je suis ces journalistes parce que je vais sur les lieux où ils discutent. Sur Internet, ils ont des lieux très précis dans lesquels ils discutent entre eux, etc. Bah, je peux vous dire que ce sont des gens qui ont un certain type d'idées bien arrêtées. Bien arrêtées. Et à 75%, ces gens votent pour les partis du système au moins. Au moins. Et très massivement pour ces partis de gauche, internationalistes, cosmopolites,
sans frontiéristes. D'accord ? C'est pour ça que vous voyez tout le traitement que vous voyez, notamment sur les migrants, je vais y revenir. Vous voyez, c'est systématiquement pour. Systématiquement pour. Le peuple est de plus en plus hostile, hein, les sondages d'opinion sont clairs, hein, très majoritairement les Français sont contre, et très majoritairement la presse est pour. Et après ils s'interrogent, bah, c'est bizarre, pourquoi les gens nous aiment pas, tiens c'est curieux, ils nous insultent, ils nous agressent, vraiment c'est étonnant. Bah non, c'est pas étonnant. Vous travaillez pour la structure de pouvoir qui se livre à la politique que j'ai dite. Donc les gens vous haïssent, et c'est normal, et je suis très content qu'ils vous haïssent. Donc quand vous voyez un journaliste, ça c'est moi qui vous le dis, crachez-leur à la gueule. Crachez à la gueule des journalistes. Ce sont des soldats politiques de ce système qui sont en charge de vous terroriser pour le compte de ce système. Pourquoi terroriser ? Oui, c'est de la guerre psychologique. Le principe de la guerre psychologique, ça consiste à intimider l'adversaire, l'ennemi, pour qu'il cesse de lutter. Vous allez me dire, là il est excessif quand même, parler de terreur psychologique, de terrorisme. Pourquoi ? J'ai dit, le terrorisme, même le terrorisme armé, n'est pas tellement armé, il est d'abord, il relève d'abord de la guerre psychologique. C'est-à-dire que vous allez activer des leviers dans l'esprit de votre ennemi pour le neutraliser. Il ne s'agit pas tellement de vous tuer que de vous intimider jusqu'à ce que vous capituliez. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine, enfin la semaine avant la manifestation du 17 novembre des Gilets jaunes ? Pendant des jours, sur ordre du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, Place Beauvau, qui a donné ses consignes à toutes les rédactions. Rappelez-les à l'ordre. Vous risquez tant si vous sortez... Ils ont dit ça au peuple français. Ils ont dit, si vous sortez, si on vous voit dehors, sur des blocages là, ça coûte tant d'années de prison, tant d'amendes, etc. C'est le rôle de journaliste, ça ? De se comporter en commissaire de police ? De faire des rappels à l'ordre ? Non. C'est ce qu'ils font. Ce sont des soldats politiques. Ces journalistes, payés par l'État, parce qu'ils sont lourdement subventionnés, ils se gardent bien de vous le dire, ils sont lourdement subventionnés, tous ces gens. Lourdement. Ils ont des abattements fiscaux, déjà. Puisqu'on parle de taxes et d'impôts, ces gens ont des abattements fiscaux. 35 000 journalistes avaient des abattements fiscaux. C'est bien, quand même, non ? Avec leur petite carte de presse. Normalement, dans la loi de 1880, qui a été complètement sabotée par le pouvoir depuis une quarantaine d'années, je ne vais pas y revenir, dans cette loi de 1880 qui encadre les activités dites de presse, n'importe quelle personne qui écrit ou qui filme, ou qui prend la parole, est dans une activité de presse. Il n'y a pas besoin de carte de presse. Or, ils ont créé un statut, une caste, pour être au-dessus de la population, et être ce qu'ils appellent des professionnels de l'information. Non, ce sont des professionnels de la désinformation. Ils désinforment depuis des années et des années et des années. Ils votent massivement pour les partis du système, massivement, et ça fait très longtemps qu'ils ont trahi le peuple. Et maintenant, ce sont aussi des ennemis du peuple. C'est factuel. Ils appartiennent au camp des ennemis du peuple. C'est factuel, c'est factuel. Je dois rappeler, et ici je vais quand même citer la Cour des comptes, parce que vous allez me dire, oui, mais on veut des éléments. Je vais citer la Cour des comptes pour dire à quel point ces gens reçoivent de l'argent de l'État, c'est-à-dire votre argent à vous sans votre accord, parce que vous lisez même pas ce qu'ils racontent. Vous lisez même plus ce qu'ils racontent, vous savez qu'ils mentent tout le temps. Donc vous ne les lisez même plus. Mais c'est pas grave, s'il n'y a pas de lecteurs, il y a des subventions. C'est la façon active de corrompre, en fait, ces gens. Alors je vais citer la Cour des comptes. Comme ça, on va savoir de quoi on parle. Alors, je vais donner les éléments. Voilà, là je cite directement un rapport de la Cour des comptes. Sur la période 2009-2011, le plan d'aide s'est donc traduit par plus de 450 millions d'euros de dépenses budgétaires supplémentaires. En prenant en compte le coût de l'avantage du taux de TVA à 2,1% par rapport au taux normal de TVA de 19,6%, le total cumulé des aides directes et indirectes accordées au secteur de la presse écrite sur cette même période peut être estimé à 5 milliards d'euros. Rapport de la Cour des comptes. 5 milliards d'euros sur 2 ans, 2009-2011, 2010-2011, vous voyez, donc ça fait 3 ans. 5 milliards d'euros pour la seule presse écrite. Ça ne compte pas la radio, la télévision et les télévisions publiques notamment, d'État, d'accord ? Des milliards d'argent ponctionnés sur les travailleurs pour alimenter cette machine à mensonges permanente. D'accord ? Je ne l'invente pas. C'est la documentation officielle du gouvernement français. Vous pouvez le vérifier. Donc cette presse mensongère
cette presse terroriste qui essaye d'intimider le peuple fait le sale boulot de cette oligarchie au pouvoir. Donc je le dis, je le répète, vous voyez des journalistes, crachez-leur à la gueule, systématiquement. Insultez-les, traitez-les de tous les noms, collabos, traites, vendus. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur leur lieu de travail, dans les rédactions d'où ils opèrent contre le peuple. Allez-y, allez les voir. Je suis sûr qu'ils ne seront pas contents de vous voir. Ils disent, on va à la rencontre de la population. Non, 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 non. Moi je dis, c'est à la population d'aller à la rencontre de ces terroristes. Allez dans leur rédaction. C'est là que ça se passe. C'est là qu'ils manipulent l'information. C'est à vous, chers amis, vous êtes le peuple, de placer sous surveillance les journalistes, d'aller regarder ce qu'ils trafiquent dans leur rédaction. Il est temps de renverser la vapeur. C'est le même schéma partout. Quand je dis c'est le même schéma, c'est toujours la même chose. Une petite clique parasitaire contrôlant tous les verrous, détenant tous les leviers du pouvoir, écrasant cette immense masse populaire qui, elle, n'a pas ses réseaux, qui, elle, n'a pas ses moyens d'action et qui n'a pas ses financements. C'est vrai de la presse, c'est vrai des partis politiques de ce système, c'est vrai, bien sûr, de l'État lui-même. Je vais vous montrer comment se comportent ces représentants du gouvernement que sont les préfets. Des gens qui ne sont pas élus. Vous n'avez jamais choisi un seul des préfets qui gère votre département et qui a tout pouvoir dans le département. Pouvoir de police, déjà. Vous ne les avez jamais élus. Vous pouvez encore moins les révoquer. Ils ont tous les pouvoirs. Et voici comment ils vous traitent. Lorsque des ouvriers qui sont en détresse manifestent cette détresse en public, comme ces gilets jaunes à Brest. Regardons le sous-préfet de Brest. Un certain Yvan Bourchier, je crois, quelque chose comme ça. Tu sais m'en fous ce que vous dites, mais t'as petit pouchadiste. Ah bon? Débloqué, il y a Non, c'est pas des pujadistes. C'est vous qui faites la loi dans ce pays. Non, on ne fait pas la loi, pouchadiste. Non, monsieur. Alors, allez discuter de ça. Et toi, t'es quoi là? On défend nos entreprises, monsieur. Et quoi, vous les défendrez autrement. Comment, monsieur, on les défend? Comment? C'est vous qui faites un acte de force. Arrêtez de faire un acte de force. C'est le seul moyen de se faire entendre. Ce n'est pas un moyen légal, c'est un moyen illégal. Mais quel moyen légal ici? Droit de légal, Voilà. Voilà comment ils parlent au peuple, ces gens. Ces gens qui vivent dans les dorures, les palais, qui sont un jour dans un département, un jour dans l'autre. Vous avez remarqué, ils ne rendent jamais de compte non plus. Hein? Non. Non, jamais de compte. Ils sont en charge de tout, ils ne rendent jamais de compte. C'est beau la profession de préfet, hein, très très beau. C'est une caste qui méprise bien évidemment le peuple, de la même façon. Ils vivent avec votre argent et ils vous crachent à la gueule. Des préfets, préfectures, ce système quasi-colonial de gestion de la population, sur lequel vous n'avez aucune mainmise, aucune. Voilà, aux ordres de ce système. Maintenant, parlons un petit peu de ces politiciens professionnels qui sont mentionnés par moi tout le long de cette vidéo. Là encore, alors eux, ils votent des lois systématiquement. Un problème, une loi, et c'est d'autant mieux que les lois ne sont jamais appliquées. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par appliquer les lois en place avant de songer à en écrire d'autres. Ça permettrait à tous ces politiciens professionnels finalement de retourner au boulot. Ils s'attendent les y mettre d'ailleurs, je pense. Parce que, comment dirais-je, nous avons un système politique fascinant en France où, en fait, ce sont des gens du système qui se font élire. Ça n'existe pas au Royaume-Uni, ça par exemple. Vous ne pouvez pas être fonctionnaire et être élu. Le fonctionnaire est un membre de l'administration. Il n'est pas censé décider des politiques, il est censé les appliquer. Ceux qui décident des politiques sont censés être des gens indépendants, autonomes, provenant de la société civile, qui viennent du monde de l'entreprise, comme on dit, qui peuvent être des ouvriers, des employés, des médecins et autres, qui vont ensuite prendre des décisions après avoir été élus. Là, non. Vous avez des énarques, des gens qui sortent des grandes écoles, comme ça, de l'État, qui sont censés être des administrateurs, et qui font la politique. Et ces gens se cooptent les uns les autres et se protègent toujours. Vous avez qu'à remarquer, les énarques sont toujours couverts en France. Toujours, systématiquement. Donc ces grands partis politiques sont contrôlés par, en fait, cette administration occulte, cette grande bureaucratie. Et alors eux, c'est très drôle parce qu'ils prennent des mesures systématiquement en leur faveur. C'est-à-dire qu'ils disent au peuple, allez, on va augmenter les taxes maintenant, vous n'avez pas payé assez. Mais alors eux, paradoxalement, ils s'en exonèrent. Je vous donne un exemple. Il y a quelques mois, tous ces parlementaires
ont décidé de ne plus payer la CSG sur ce qu'ils gagnent durant leur mandat de parlementaire. C'est extraordinaire. Les professionnels de la politique, dans ces partis coalisés qui contrôlent les médias, qui leur font leur pub, qui les font élire, ils arrivent au pouvoir et ils s'exonèrent d'impôts. C'est bien fait quand même, c'est bien fait, c'est bien fait. Et on a ce monsieur Darmanin. Alors Darmanin, c'est celui qui est en charge là, du budget. Ils disent, voilà. Donc c'est un machin très, très bizarre, je ne sais même pas d'où il vient. Enfin, c'est pas un français, ça c'est sûr, enfin de papier quoi. Mais, c'est un truc, encore un bled paumé de la Méditerranée. Donc il est là, et donc il va faire cracher au bassinet les Gaulois, évidemment pour cette structure parasitaire, occulte et financière. Alors lui, il dit, je comprends les gilets jaunes. Je comprends le mécontentement. Et il explique comment. Alors c'est dans la presse, parce que la presse est bien obligée de citer parfois quelques trucs quand même pour faire encore semblant d'être un minimum crédible, et je dis bien semblant. Hein. Il dit oui, c'est très dur parce que moi-même, aujourd'hui à Paris, on ne peut plus manger à moins de 100 €. Vin non compris. Hein. Donc ces gens, si vous voulez, c'est 100 €, je ne sais pas si vous imaginez, restaurant à 100 €. Et le type se plaint. D'accord? Il se plaint, il dit oh, il n'y a plus un restaurant à moins de 100 € sur Paris, c'est dur. Quoi. Ils sont fous. Ils sont fous. Ces gens, cette caste politique, médiatique, technocratique, pille le peuple, se gave avec l'argent du peuple et se ménage des passe-droits, des privilèges invraisemblables. Dans un pays qui croule sous les dettes. Dans un pays qui croule sous les dettes. Ils sont tellement à côté de leurs chaussures, ces gens, qu'ils ne se rendent même plus compte que leur morgue est un véritable défi au peuple. C'est absolument incroyable. Alors évidemment, plus ça remue, plus le peuple est mécontent, plus il râle, plus il s'insurge, et plus il y a un problème, c'est que ce mécontentement se propage. Et si vous avez remarqué, depuis quelques années, les réseaux occultes qui contrôlent le gouvernement français, les lobbies qui contrôlent le gouvernement français, mettent en place une censure progressive, notamment des réseaux sociaux. Et vous avez vu que les réseaux sociaux, ça compte, ça permet au peuple de se mobiliser, de se placer en état d'insurrection contre cette tyrannie et contre ce pillage gouvernemental, pour le compte de la finance. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Censurer les réseaux sociaux. C'est public. Macron l'a revendiqué l'autre jour. Il a dit que c'est le nec plus ultra de la liberté d'expression, c'est de censurer les réseaux sociaux. Bah, c'est logique. Liberté d'expression, censure, ça va avec, on est bien d'accord. Hein. Donc il a dit ça, il a fait une réunion, là, et il a expliqué qu'effectivement, alors après avoir rencontré toujours les mêmes lobbies, c'est-à-dire le CRIF, qui est une organisation quasiment israélienne, la LICRA, organisation quasiment israélienne, qui évidemment pilote en fait ce que les Français peuvent dire et ne peuvent pas dire en France. Et il a dit, je m'exécute, oui, on va censurer les réseaux, etc. Donc c'est pour ça qu'au quotidien, sur vos pages Facebook, vous en avez, vous êtes viré pour 30 jours, vous êtes viré pour 1 jour, tout d'un coup vos comptes sautent, vous ne savez pas trop pourquoi, etc. Bah oui, les lobbies travaillent dans l'ombre. De moins en moins dans l'ombre d'ailleurs, hein. De plus en plus ils revendiquent leurs crimes. Voilà. Et Macron, le fantoche, se fait l'exécutant fidèle de cette politique. Voilà. C'est un peu partout, c'est devant nous. Vous avez Castaner, alors ça m'a particulièrement frappé aussi. Castaner, alors oui, ça c'est pas mal. Donc qui est le représentant du ministère de la Police, donc qui est censé piloter la lutte contre les voyous, le crime, le trafic de drogue, etc. Bon, bah lui déjà pour commencer, c'est un mafieux qui est habitué à tous les tripots clandestins de la Côte d'Azur. Il a un vice, c'est le poker. Il appartient à la pègre là-bas. Et alors il joue dans ces tripots clandestins, etc. Et ça c'est le premier policier de cette République. Et alors il parle sur un ton très particulier au peuple français, ce monsieur, puisqu'il menace. Le peuple français dit « Nous allons manifester à Paris, place de la Concorde ». Moi, il me semble que les Français sont libres d'aller où ils veulent dans leur pays. Il me semblait. En fait, pas du tout. Non. Castaner a dit non. Vous n'allez pas aller à la place de la Concorde. Nous, les puissants, nous décidons. Non, vous allez aller au Champ de Mars là-bas. C'est un beau parc. On va bien vous mettre derrière des barrières. On va tous vous prendre en photo.
Et quand on aura terminé de vous prendre en photo, on ira vous casser la gueule avec des CRS. Vous gazer comme vous le méritez. Alors ce monsieur qui est si arrogant, si menaçant à l'égard du peuple français, parce que là c'est le peuple français qui s'exprime, attention, hein, c'est des gens, vraiment des gens dans la détresse, c'est le peuple français dans sa profondeur, quoi. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur, et ça me débecte, je suis pas plus là. Ce Castaner est visiblement mais d'une docilité absolue en face du lobby juif. Il a répondu à la convocation, on l'a vu encore le jour, il a déroulé le tapis rouge, et ce petit groupe de pression étranger, qu'est le CRIF et la LICRA, il était à plat ventre devant eux, en disant « Oui, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous avons bien compris vos consignes. » Ah, c'est extraordinaire. Donc, méprisant, arrogant, menaçant avec le peuple français. Cirquesque. Je vous rappelle au règlement. Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle. Et alors, mais d'une douceur devant ce lobby. Hein, le lobby de l'étranger. Extraordinaire. Incroyable. 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 C'est en ligne, hein, parce qu'ils se cachent même pas. Comprenez, c'est fini l'époque où ils se cachaient. Hein. Maintenant, ils assument, ils revendiquent, hein, ils veulent montrer leur puissance. Et puisque j'en suis à parler du lobby juif, qui n'existe pas, comme vous le savez, Bernard-Henri Lévy, lui, il a fait savoir tout le bien qu'il pensait du peuple français. Il lui a craché à la gueule. Vous me direz, ça fait 40 ans qu'il crache à la gueule du peuple français. Mais assez à l'image, finalement, des réseaux occultes qu'il représente, c'est quand même quelqu'un qui a envoyé la France dans plusieurs guerres. Hein, la guerre en Libye, etc. Il y a des Français qui sont morts à cause de ça. Avec ensuite l'immense masse de migrants. C'est des gens qui culpabilisent le peuple français parce qu'il est submergé par cette vague d'immigration africaine et musulmane. Mais qui l'a déclenché en premier lieu? Les mêmes qui vous culpabilisent, dont ce Bernard-Henri Lévy, qui nous avait expliqué d'ailleurs pourquoi il avait fait de la guerre. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Je suis fier de la France quand elle envoie ses soldats se faire trouer la peau pour libérer un peuple africain. Étonnant, hein? Ah, c'est curieux. Les mêmes qui sont à l'origine des problèmes, ensuite vous font les reproches de vous plaindre des conséquences de ces mêmes problèmes. Fascinant. Donc ce monsieur, fidèle à lui-même, il a craché à la gueule du peuple français. Ouais, il a dit non, les gilets jaunes, non. Il faut qu'ils rentrent chez eux. La France, c'est pas à eux. Il faut qu'ils rentrent chez eux. La France, c'est à nous. Bon. Moi, je lis ce qu'ils disent. Hein. Je veux dire, j'ai le tort de lire ce que déclarent ces gens et de les enregistrer, parce que j'ai une bonne mémoire. Donc, je constate que le lobby juif a un pouvoir disproportionné en France, visiblement, puisque Bernard-Henri Lévy, qui est une des figures les plus éminentes de ce lobby, qui ne dit rien d'ailleurs, parce qu'il parle de migrants, mais il dit rien sur les murs en Israël face aux Arabes, là, ou quand Israël tue des Arabes à la chaîne, là il dit rien, c'est bizarre. Confrontation directe à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un Palestinien a été tué par des tirs de l'armée israélienne. C'est le premier mort depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu mercredi. 19 autres Palestiniens ont aussi été blessés par des tirs après s'être approchés trop près de la clôture de sécurité et avoir tenté de l'endommager, selon Israël. En France, par contre, dès qu'il y a un clandestin, hop, faut lui donner papier. Il a décidé, c'est comme ça, on peut rien dire. Voilà. Donc face à ça, en fait, vous avez les vrais Français, en fait. Pas les Français de papier, pas les Français qui sont de passage comme ça, qui ont reçu des papiers à la préfecture, les vrais Français, ceux qui souffrent. Hein. Eux, ils expriment vraiment ce qu'ils ressentent. Alors moi, je vais vous en faire écouter un. J'ai envie de dire, les Français parlent aux Français, hein, pour changer. Bon, on va en faire parler un, voilà. Petit message pour Monsieur Macron. Je viens d'intervenir chez des personnes âgées pour entretenir leur chaudière,
qui viennent de m'avouer qu'ils préféraient entretenir la chaudière pour pouvoir se chauffer correctement, mais que par ailleurs ils ne peuvent pas acheter des cadeaux pour leurs petits-enfants. Eh bien écoutez bien, eh ben j'ai décidé donc de leur faire cadeau de leur entretien et de rien facturer. Est-ce normal que moi, personne lambda, fasse un effort et que vous ne vous bougez pas du tout? Eh bien écoutez-moi bien, on va tous se révolter et ça va faire mal. Bon, bah, je pense que c'est la meilleure réponse à Bernard-Henri Lévy et au CRIF, à la LICRA et compagnie, en fait, c'est de faire parler les Français, hein, de permettre à des Français de parler aux Français. C'est mieux, parce que d'abord, on n'a pas à passer par leur parasitage médiatique pour se comprendre, et voilà. Donc je pense que Bernard-Henri Lévy, qui crache à la gueule de petites gens comme ça, je crois que d'ici quelques temps, lui et les siens vont se faire notifier que le moment du ras-le-bol est venu, je crois. Et puisque j'en suis à parler des migrants que Bernard-Henri Lévy aime tant, chez les autres, hein, parce que lui, il vit dans des palaces à l'international, il faut bien comprendre ça, hein, comme toujours avec ces gens, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État que Macron défend, Macron d'ailleurs qui va signer le pacte pour l'émigration, au pluriel, qui va en fait, qui est un principe simple, c'est que a priori les migrants ont le droit de s'installer en France. Donc a priori, ils ont un droit. C'est-à-dire que les dernières populations d'Afrique musulmane ont un droit à venir s'installer en France, vous ne pouvez rien dire. Macron va le signer, ça, sur ordre, bien évidemment, de la finance internationale, des donneurs d'ordre, de ces grands forums internationaux de Davos et autres que vous ne pouvez pas côtoyer par définition. Donc Macron est au petit soin avec eux, donc aide médicale d'État, ça explose. Donc des clandestins qui, en premier lieu, n'ont rien à faire sur le territoire français, en premier lieu, eh bien ces gens reçoivent pour 1 milliard de soins. Dans le même temps, on va dire à l'armée française qu'on envoie, je l'ai dit, et vous savez qui les envoie, qui envoie les soldats français les faire des guerres à l'étranger, qui ne bénéficient bien évidemment pas au peuple français, et les militaires se font tuer parce qu'ils n'ont pas le bon matériel. Donc non seulement on les envoie dans des guerres pour des intérêts étrangers, qui n'ont rien à voir avec la France, mais en plus, ils meurent parce qu'on leur donne pas le matériel. Et pourquoi on leur donne pas le matériel? Parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas assez d'argent. C'est bien fait quand même. C'est bien fait. Ce système pervers est quand même bien monté. Vous êtes d'accord avec moi quand même. Voilà. Donc on crée des guerres à l'étranger. Ce sont des Français, des bons Français, hein, qui meurent pour les faire. Ça déclenche des vagues de migrants. Si vous protestez, les mêmes qui ont organisé ces guerres viennent vous cracher au visage. Et en plus, à vos frais, on va les prendre en charge. Voilà. Et les militaires qui sont partis faire la guerre, eux, on va leur couper les fonds. Voilà, quitte à ce qu'ils crèvent, on s'en fout. C'est ça, cette République. Ils nous parlent de République matin, midi, soir. D'accord, dont acte. C'est ça, cette République. D'accord. Chers amis, vous le comprenez. Vous le voyez bien. C'est une escroquerie généralisée. Et parmi les autres escroqueries, dirais-je, vous avez Macron qui avait dit qu'il mettrait tous les SDF à l'abri. Rappelez-vous de ça, l'hiver 2017. Il n'y aura plus jamais aucun SDF dehors. Il en avait fait l'une de ses premières batailles. En juillet dernier, Emmanuel Macron s'engageait à ce qu'il n'y ait plus d'hommes ou de femmes à la rue d'ici la fin de l'année. Malgré des efforts, force est de constater que la promesse n'est pas tenue. Il avait dit. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pratiquement aucun migrant dehors. En tout cas, pendant pas très longtemps, puisqu'ils sont immédiatement envoyés dans des grands centres où on les accueille. Pour les demandeurs d'asile, nous ouvrirons 4000 places supplémentaires en 2018 et encore 3500 en 2019 pour atteindre à cette date un délai total de 88 000 places. C'est 2 fois plus qu'en 2012. Pour les réfugiés, nous mobiliserons 20 000 logements d'ici la fin 2018, avec la mise en place d'un dispositif spécifique d'accès hors d'ALO et 5 000 nouvelles places de centres provisoires d'hébergement pour les réfugiés les plus fragiles en 2018-2019. Enfin, ces chiffres ont un sens. Il y a une réalité derrière. Il y a un engagement budgétaire. C'est l'engagement de toute la nation. Donc, comme je le disais, ne reste pas très longtemps à la rue, puisqu'on les dispatche sur tout le territoire français. Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers,
pour des sommes énormes. Un seul migrant mineur, 50 000 € par an. La générosité de ce système avec l'étranger. Pas avec les Français, hein. Avec l'étranger. Donc, 50 000 € par tête. Ad vitam aeternam, évidemment. Bon. Mais il n'y a rien pour les militaires français. Il n'y a rien pour les militaires français. Et encore moins pour les SDF. Alors vous savez ce qu'ils ont trouvé maintenant pour les SDF? Parce que Macron, il a quand même décidé de tenir un peu parole. Effectivement, ils sont plus techniquement à la rue. Ils sont à l'abri, les SDF français, maintenant. Parce que c'est souvent des Français de souche, hein, les SDF. Hein, très très souvent. Hein. Regardez dans quoi on les loge maintenant. C'est la presse, c'est le Parisien. Presse de gauche, hein, c'est pas moi qui invente. Hein. Voilà. Cette semaine. On les met dans des boîtes en polystyrène, les SDF. Voilà. Les Français de souche, chez eux, ils sont mis dans des boîtes en polystyrène. Comme des poissons morts. Voilà. Et les migrants, ils sont mis dans des hôtels pour des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros par an. C'est bien fait, hein. C'est bien fait. Puis on les soigne. Voilà. Et si vous refusez, vous êtes une ordure. Hein, si vous gagnez 1 200 € par mois, 450 € de loyer, vous avez du mal à joindre debout, vous êtes une ordure. Excusez-moi de vous le dire, vous êtes une ordure. Vous êtes une ordure. Vous refusez la générosité. Voilà. Alors que cette classe politico-médiatique, hein, qui est gavée d'argent, ils ont le cœur sur la main. Voilà, ils ont le cœur sur la main. Bon, avec votre pognon, mais ils ont le cœur sur la main. Faut pas leur enlever. Alors, puisque je parlais de mensonges et que je suis en plein, je parle de migrants, rappelez-vous le Bobard en 2015, quand ils avaient dit « Non, non, rassurez-vous, c'est un mensonge de l'extrême droite, il n'y a aucun terroriste qui se glisse dans les filières de migrants. C'est faux !» Radio France Internationale, etc., la radio d'État, etc. C'est faux, c'est des fake news, les salauds, ils mentent, etc. Oui, au Bataclan, je crois que les gens qui étaient présents ont vu que finalement, peut-être que cette fameuse extrême droite qui raconte que des mensonges avait peut-être quand même dit un petit peu la vérité, et que ces fameux grands médias, soucieux de transparence, absolument neutres politiquement, avaient raconté un torrent de bobards pour cacher cette immigration de masse qu'ils veulent imposer à la population française, qui n'a jamais été interrogée par référendum sur la question de l'immigration, ou la question de l'islamisation. Et pour cause, si on leur demandait leur avis aux Français, ils diraient non. Hein, et comme on veut qu'ils disent oui par défaut, ben on ne leur posera pas la question. Alors, d'ailleurs, ce climat formidable de l'immigration sauvage imposé par le système, maintenant, il y a 20 000 candidats au terrorisme en France, au djihadisme, quoi. 20 000. Voilà. Il y en avait 18 000 il y a un an. Voilà. Et il y en avait 16 000 il y a 2 ans. Ça monte comme ça, tranquillement, progressivement. Dans 5 ou 10 ans, il y aura à peu près 40 000 candidats au djihad. Ça fait quand même... ça fait du monde, hein. Ça fait 4 divisions, quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Mais il faut continuer à ouvrir les frontières, c'est très important. Et toutes ces associations d'aide aux migrants, puisqu'on parle fiscalité, elles sont financées comment? Par les politiciens, par cette oligarchie, qui veut des gens corvéables à merci. Je me rappelle encore le patronat le patronat représentant l'hôtellerie-restauration, ils ont dit « Ah oui, non mais nous on veut des migrants, nous. On veut des migrants, on les paye une misère, c'est très très bien. » Voilà. Ah oui, ouais, bien sûr. C'est bien fait. Bien fait, c'est bien fait. Un système juste et équitable. Juste et équitable. Alors, vous avez remarqué que maintenant j'ai envie de parler un peu des magistrats, puisque comme je l'ai dit, je fais le panorama. Hein. Comme j'en suis à parler de ces magistrats, vous avez vu que des gilets jaunes ont été interpellés. Parce qu'ils ont quand même marché sur la route. Ils ont bloqué la route, les salauds. Il y en a un qui a pris 8 mois ferme, un jeune père de famille. Allez, 8 mois ferme en prison, salaud. Et le rappeur Fianso, qui avait bloqué l'autoroute pour son clip de rap, pourrais-je ajouter de merde, lui, non, sursis. On va pas mettre en prison un artiste comme ça, quand même, je veux dire. Un Algérien qui fait du bruit. Non, on va pas mettre ça en prison. Non, non. Donc il a pris du sursis. Par contre, un prolétaire français qui gueule parce qu'il en a marre d'être pris pour un imbécile par cette classe politico-médiatique, ah là, lui, il va aller en tôle. Hein? Ça va lui faire du bien, ça va le faire cogiter, ça va lui apprendre à se révolter un peu. Voilà. Donc ces magistrats qui prennent ces décisions iniques
se succédant les unes aux autres d'ailleurs, ont un parti pris aussi sur les migrants. Hein, puisqu'on veut vous imposer ça à tout prix. Hein. Et eux, ils savent tout, parce que les magistrats, c'est... Alors je l'ai dit, hein, il y a une corporation qui est infecte, ce sont les journalistes. Il y en a une autre qui est... Alors elle est infecte, et en plus elle est criminelle, ce sont les magistrats. 8000 magistrats en France qui sont des terroristes de la même nature. Hein. 8000 terroristes qui, alors ne vous passeront rien, vous l'avez bien compris, hein, vous avez pas de bol, vous êtes français de souche, vous êtes de la classe moyenne, vous êtes pauvre. Non, vous êtes une ordure, il faut vous éliminer. Surtout si vous avez un gilet jaune. Par contre, si vous êtes un migrant du Bangladesh, que vous violez une petite gamine de 16 ans, une petite française de 16 ans en Normandie, comme cette semaine à Saint-Lô, je donne les sources, la Manche libre, vous êtes libéré. Et ouais, le magistrat, il a dit, oui, mais c'est dans sa culture. Donc le viol est autorisé en islam, hein, dans son pays musulman d'origine, il viole, c'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, on va le libérer. Hein. Et il a dit à la victime, à la gamine de 16 ans, il a dit, oui, vous êtes sincère, mais bon, quand même, le pauvre gars, faut le comprendre. Voilà, donc rentrez chez vous. C'est bien fait, quand même. Magistrat. Magistrat à Saint-Lô, dans la Manche. Ouais, ce sont ces gens-là qui vous prennent de haut. Ce sont ces gens-là qui vous traînent dans les tribunaux et qui vous font la morale à vous qui me regardez. Tous ces magistrats, syndicats de la magistrature, pas uniquement. Tous ces procureurs qui servent le pouvoir, tous ces présidents de tribunaux, tous ces avocats généraux, etc. Tous ces gens-là qui méprisent, qui haïssent le peuple au nom de leurs grandes idées, n'est-ce pas, qui font les pires saloperies qui ne vous diront jamais, hein, qui couvrent les politiciens, etc. Bon. Ces gens-là détruisent des vies. Moi, je connais toutes leurs ficelles, parce que je les affronte en permanence. Donc, voilà, mais pas uniquement moi. Hein. Et ces gens-là vont veiller à la censure. Parce que maintenant, grâce aux ordres donnés par le lobby juif et le CRIF en particulier, il y a tout un système qui va permettre à toute la petite faune qui défend ce système de traquer les opposants. Vous allez pouvoir, ils vont pouvoir signaler en ligne ceux qu'il faut traîner devant les tribunaux pour leur mettre des peines de prison. Ça vient d'être annoncé par Macron et ce gouvernement criminel là. Voilà. C'est bien fait, hein. Voilà. N'oubliez pas les magistrats. N'oubliez pas les magistrats. Et vous les oublierez d'autant moins, parce que je connais leur méthodologie. Là, les magistrats se retiennent. Ils ont des consignes, c'est comme ça que fonctionne le ministère de la Justice, justice entre guillemets, et le ministère de l'Intérieur. Ils attendent, ils prennent les noms. Avec l'aide de Facebook. Hein. N'oubliez pas, hein, ils prennent les noms, les blazes, etc. Ils analysent toutes les vidéos, ils identifient les personnes. Ils ne sont pas arrêtés tout de suite. Ils attendent que le mouvement se dégonfle. Dans 3-4 mois, il y aura des interpellations. 6h du matin, police, gilet pare-balles, tac, traités comme des criminels, envoyés en garde à vue. Alors monsieur, vous étiez où? Vous étiez là à cette date, vous avez été filmé, vous étiez avec qui? Comment? Où? Qui vous a aidé? Etc. La répression arrive. La répression arrive. N'oubliez pas une chose. Si vous vous révoltez contre la finance internationale, si vous vous révoltez contre ce système, si vous vous révoltez contre ces magistrats et ces journalistes, ils arrivent ensuite avec la répression contre vous. Notez bien ce que je dis. Dans quelques mois, vous verrez les arrestations. Pas maintenant. S'ils font des arrestations maintenant, vraiment, comme ils veulent le faire ultérieurement, la révolte grossirait encore plus. Donc ils disent, laisse-les s'épuiser, laisse l'hiver passer, ils vont tous rentrer chez eux, ces gueux-là. On va s'occuper d'eux au printemps. Voilà. On va les isoler, on va isoler les quelques têtes, et on va faire des exemples. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Pour parler maintenant, et je voulais aussi rappeler ça, notez que c'est comparution immédiate. 8 mois ferme, comparution immédiate. Benalla, non. Oh non, pas de comparution immédiate. Non. Non, tout va bien. Balkany, non. Tous ces gens sont libres. Ils sont libres. Pourquoi? Ils sont dans le système. Ils ne sont pas avec les Français de souche. Hein. Ils ne sont pas avec les petites gens. Ils sont contre eux. Ils les exploitent. Donc ils ont carte blanche. Tout ceci pour en venir à la police. Alors, il faut bien que je parle un petit peu des policiers quand même. Il y en a sûrement un certain nombre qui m'écoutent. Ne serait-ce que déjà pour des raisons de renseignement. Si vous suivez l'activité des policiers, vous vous rendez compte qu'ils sont très nombreux à en avoir marre. C'est-à-dire que les policiers,
Là, je m'adressais même directement à eux. Vous, les policiers, le gouvernement vous prend, mais alors vraiment pour des cons. Mais alors vraiment pour des cons. Quand ils ont un problème avec la population, qui ils appellent? Chez qui le téléphone sonne? Chez vous, dans vos commissariats. Il faut sortir les casques, les tenues gazeuses, etc. Paf, allez. Matraquer, les gars, matraquer. Voilà, les commissaires divisionnaires, allez, les gars, il faut taper, etc. Bon. Allez, on va taper sur la gueule de ces gens du peuple, là. On va les dresser, les mettre un petit peu dans le rang, là. Bon. Mais le reste de l'année, quand vous regardez l'état de vos commissariats, quand vous regardez la façon dont vous êtes considérés, notamment par les magistrats qui défont tout le travail que vous faites, la plupart du temps, qui laissent les petites frappes sortir, etc. Vous voyez ce que je veux dire. On a un groupe d'individus hostiles au bout de la rue du Berry et un scooter en feu sur la rue du Berry. Faites gaffe au pneu les gars avec la... Oui. Et les médias qui prennent systématiquement position pour la racaille. Systématiquement position pour la racaille. Vous vous rappelez de l'affaire Théoulouaka? L'affaire Adama Traoré et compagnie. Quand ils transforment en martyr cette vermine qui essaye de vous tuer, parfois vous tuent même lors de vos interventions, qui font des embuscades, etc. Bon. Pour qui prennent parti les médias? Pas pour la police, pour cette vermine. Et de la même façon, souvent les magistrats. Et donc, quand il y a un problème, ah ben c'est quand même vous qu'on vient voir. Parce qu'il faut un peu taper sur la gueule du peuple. Quand vous avez fait votre grand mouvement de protestation, si ma mémoire est bonne, en 2017, je peux me tromper, c'était peut-être en 2016, en tout cas c'était durant un automne. Vous avez beaucoup gueulé, vous avez dit nos commissariats sont dans un état déplorable, les conditions de travail sont pas bonnes, le matériel est ultra usagé, etc. Vous n'avez jamais été entendu. Jamais. Ils se sont foutus de votre gueule, les politiciens, comme ils se foutent la gueule des autres. Bon. Mais à chaque fois qu'ils sont dans la merde, ces encravatés, c'est vers vous qu'ils viennent, et c'est à vous qu'ils demandent de tabasser les gens qui sont dans des situations individuelles extrêmement difficiles. Alors, il va peut-être quand même falloir à un moment donné que vous vous mettiez d'accord avec vous-même et que vous soyez cohérent. Vous ne pouvez pas protester contre ce système, contre cet État français tenu par cette mafia qui se fout ouvertement de vous, qui vous fait tuer, parce que c'est ça, et de l'autre, dès qu'ils ont un problème, ces encravatés, accepter d'obéir et de taper sur la population. Parce que là, les gens vers qui, les gens qu'on vous demande de réprimer, et notamment demain, samedi 24 novembre, ceux qu'on va vous demander de réprimer,
c'est pas des voyous, c'est des Français. C'est des Français qui sont dans une situation extrêmement précaire à titre individuel. Des retraités, des petites retraites. Ça va être des artisans qui ont du mal à s'en sortir, des ouvriers, des employés. Hein, c'est vraiment le peuple français dans sa diversité, sa difficulté. C'est eux qu'on vous demande de taper. Enfin, que Castaner, le joueur de poker, vous demande de taper. À un moment donné, il va falloir vous poser des questions. Vous ne pouvez pas vous plaindre de vos conditions de travail. Vous avoir ces politiciens qui se foutent de vous et font des communiqués. Quand il y a un d'entre vous qui meurt, ils disent « Ah oui, toutes mes condoléances. » Puis l'après-midi, il passe déjà à autre chose. Hein. Donc, soyez cohérents. Soyez cohérents. Mais n'allez pas faire des mouvements de protestation, n'allez pas dire dans la presse on est fatigué, on est usé, on est à bout psychologiquement, on a encore un collègue qui s'est suicidé. Non, ne venez pas vous plaindre si c'est pour taper sur le peuple après. Non. Il faut savoir de quel côté vous êtes. Alors je sais qu'une police, par définition, n'est pas anarchiste, on est bien d'accord. Enfin, il y a des limites. Il y a des limites. Bon. Alors malheureusement, il y a des CRS. Les CRS sont payés pour taper. Bon, c'est vrai. Mais enfin, on n'est pas obligé de faire du zèle. Et il y a des CRS qui font du zèle, même pour taper sur des gens du peuple. Bon. Moi, je pense que la police est à un tournant, parce que là, c'est un vrai mouvement populaire, dans une situation, un moment important. Comme j'ai dit, je parle des dettes, etc., la situation géopolitique en Europe, la situation de l'Europe, de l'Union européenne. Là, on est vraiment à un carrefour. Et les Français observent. Déjà, en sortant, en allant sur les barrages, les blocages, ils ont compris qu'ils formaient un groupe, qu'ils étaient très nombreux, dans toute leur diversité, parce qu'ils comprennent que gauche-droite, c'est un piège pour diviser. Ils ont compris ça. Ils se rendent compte, ils arrivent sur des barrages, tu as des gens qui ont voté Front National, d'autres qui votent plus, d'autres qui ont voté Mélenchon. Bon, ils se rendent compte qu'ils sont dans du même camp, en fait. Ils se disent, bon, voilà, on se fait avoir. On se fait avoir par ce jeu politicien qui est une escroquerie, en fait. Que cette démocratie illusoire, des élections bidons, totalement manipulées par les médias et autres, avec des candidats fantoches comme Macron, tout ça ne mène à rien. Bon. Donc les Français observent. Et ils vont vous regarder, vous, policiers. Ils vont vous observer, j'aime autant vous le dire. Ils vous regardent. Et ils vont regarder comment vous allez vous comporter. Et s'ils voient que vous tapez comme des dingues, que vous gazez à mort comme vous avez eu fait dans le passé, j'aime autant vous dire que la population va s'en rappeler. Gardez ça à l'esprit. Hein. Aucune action n'est gratuite. Hein. Aucune action n'est gratuite. Vous jouez, je le pense, vous jouez votre réputation. Avec le peuple français. Très sincèrement, je le crois. Alors vous avez des obligations, à titre personnel, c'est tout à fait évident. Vous avez une hiérarchie qui est politisée, c'est tout à fait évident. Mais il va peut-être falloir, à un moment donné, faire passer les messages à cette hiérarchie politisée, souvent franc-maçonne d'ailleurs, secret de Polichinelle, comme avec les magistrats. Donc cette hiérarchie invisible qui passe des ordres invisibles, qui protège les réseaux de corruption. Il va peut-être falloir passer ces messages à votre hiérarchie, que vous n'allez pas taper sur le peuple français, pour protéger le joueur de poker d'en haut, et le guignol là qui fait des rêves parties à l'Élysée avec des homosexuels africains déguisés en bonnes femmes. Regardez bien ce que vous défendez, hein. Regardez bien ce que vous défendez. Grève du zèle. C'est possible ça, la grève du zèle. C'est possible. Voilà pour cette vidéo. Voilà pour cette vidéo qui permet de voir l'ampleur du problème. Je pense qu'on est dans une phase critique. Je pense que le peuple français a compris l'escroquerie. C'est lent, c'est un processus lent, mais puissant, de fond. Et j'encourage ce mouvement, vraiment. J'encourage tous ceux qui sont sur les barricades, les blocages, à continuer, autant qu'ils peuvent, bien sûr. Et je leur dis que, voilà, trop c'est trop, la limite est franchie, la limite a été franchie, la ligne rouge a été franchie par ce système, et que maintenant il faut refuser en bloc.
on va réfléchir. Ils croient qu'on n'est que des idiots. On va réfléchir. On n'enfonce pas une porte blindée avec la tête. Hein. Donc on va réfléchir, on va crocheter la serrure et là on est en train de mettre au point ce qu'il faut. Il est évident qu'on sait, on connaît la ténacité de M. Macron, hein, enfin son obstination, son attitude irresponsable parce que qu'est-ce qu'il attend M. Macron? Il attend d'autres morts. Nous avons eu 2 morts, 400 blessés, des forces de l'ordre blessés. Et je peux vous dire qu'on est au départ d'une situation qui peut se révéler insurrectionnelle. Et donc il faudrait qu'il prenne ses responsabilités, M. Macron. Parce que nous on est gentils, mais il ne faut pas confondre la gentillesse et la naïveté. Ça ne durera pas. Si vous désirez me soutenir, n'hésitez pas. Vous pouvez notamment me faire des donations sur la page spécifique juste en dessous. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter. Et donc à bientôt pour une prochaine vidéo, chers amis.